Parce que c'est le plus gros chantier d'Europe, parce qu'elle a nécessité 16 ans d'études et 6 ans de travaux, parce qu'elle traverse 3 régions, 6 départements et 116 communes. La LGV Tours-Bordeaux est la championne des superlatifs. C'est la raison pour laquelle nous lui consacrons un numéro spécial La Voix est libre, diffusé à la fois sur France 3 Poitou-Charentes et sur France 3 Aquitaine. Bonjour à tous, bonjour Franck. Bonjour Jérôme. Et pour parler de cette ligne à grande vitesse, nous avons décidé de nous installer ici, à Villognon, en Charente, au cœur de la base logistique du constructeur. Nous allons évoquer l'assemblage et l'arrivée de ces voies qui vont faire la nouvelle ligne. Et puis dans cette émission, nous reviendrons avec nos différents invités, élus, usagers, cheminots, experts, constructeurs, sur les aspects politiques et économiques de ce dossier. Un chantier pour mettre Bordeaux à 2h05 de Paris et Poitiers à 1h17. Émission spéciale LGV, c'est maintenant. Bienvenue donc dans ce numéro spécial de La Voix est libre consacré à la LGV Tours-Bordeaux. Nous allons commencer cette émission avec un débat entre deux responsables politiques. Alain Rousset, président socialiste de la région Aquitaine, et Dominique Bussereau, député, président UMP et du Conseil général de Charente-Maritime et ancien ministre des Transports. Bonjour messieurs. Avant d'entamer ce débat, je vous propose d'abord de voir ce que représente cette LGV Tours-Bordeaux, la ligne de tous les records. Pour prendre la mesure de ce qu'est la LGV Sud-Europe-Atlantique, il faut d'abord avoir en tête ces quelques chiffres. 302 km de lignes nouvelles, 38 de raccordements, 6 ans de travaux pour un montant total de 7,8 milliards d'euros. Cela fait près de 26 millions d'euros au kilomètre. Un investissement colossal, justifié par d'importants ouvrages d'art, il y en a 500, et une technologie à la pointe de la construction ferroviaire. C'est un contrat de concession signé en 2011 entre Réseau Ferré de France et l'ISEA qui en définit les modalités. L'ISEA est une société dont l'actionnaire principal est Vinci. Elle est le concessionnaire, c'est-à-dire qu'elle fait construire la ligne, puis l'exploite pendant 50 ans. En contrepartie, bien sûr, elle percevra les péages dont doivent s'affranchir les trains qui l'emprunteront. L'exploitation commerciale débutera le 31 juillet 2017 au plus tard, avec quelques inconnus encore au tableau. Combien de trajets directs entre Paris et Bordeaux? Combien de trains pour desservir les gares intermédiaires d'Angoulême, de Poitiers? Et avec quelle incidence sur le prix du billet? On parle d'au moins 20% de hausse. Des questions qui doivent être résolues avant cet été et qui se poseront peut-être à nouveau en 2019 avec l'ouverture à la concurrence ferroviaire. Que se passera-t-il quand il y aura d'autres affréteurs que la SNCF sur cette ligne? Voilà des questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Retour à Villognon en Charente sur le plateau de cette émission spéciale LGV en compagnie de Franck Omer et de nos deux invités politiques. Messieurs, bonjour. Alors vous n'êtes pas de la même famille politique, ça on le sait, mais sur ce point, sur la ligne grande vitesse, vous êtes d'accord depuis le départ et à l'heure des déficits, Dominique Bussereau, pourquoi avez-vous défendu cette ligne grande vitesse entre Bordeaux et Paris? Vous savez, en 1992, lorsque le président Mitterrand est venu avec le chancelier Kohl poser la première pierre de la ligne à grande vitesse, enfin décider la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg, nous étions furieux, non pas de cette décision qui était une décision très politique, très européenne, mais parce qu'à l'époque, tout le monde disait, et la SNCF à l'époque le disait, on y reviendra, elle a un peu changé d'avis, que la relation Paris-Bordeaux devait être la priorité après Paris-Marseille. Et donc, nous avons été très heureux quand les différents gouvernements, et c'est tous les gouvernements qui sont en cause, quand nous avons lancé cette affaire, c'était très compliqué. Moi, j'étais chargé d'aller taper mes collègues, présidents de région, présidents de département, intercommunalité, parce que sur ces 8 milliards, on dit 7, 8, on va dire 8, ça sera plus simple pour les téléspectateurs, il y a 4 milliards qui sont dans la concession, et puis il y a 4 milliards, moitié de l'État, moitié des collectivités locales, et on a fait payer des collectivités locales qui ne sont pas sur la ligne. Par exemple, la communauté d'agglomération de La Rochelle pour sa desserte ou celle de Niort, par exemple celle de Royan, ou de l'autre côté, des collectivités aquitaines, dont certaines ont payé parce qu'elles sont en attente, et moi aussi, de Bordeaux-Toulouse, qui est la suite logique de tout cela. Voilà, donc c'est une décision politique
C'est une décision d'aménagement du territoire. C'est une décision fondamentale pour notre pays. Et puis je rappelle que derrière, il y a Toulouse, la 4e métropole de France. Et puis derrière, il y a l'Espagne, avec des accords diplomatiques qui nous obligent à nous relier au réseau espagnol. Alors, on va reparler au au cours sud des de cette Pyrénées. émission parce que la suite est plus compliquée. Alain Rousset, cette ligne, elle est juste derrière nous. En 2017, elle arrivera à Bordeaux. Des villes comme Poitiers, Angoulême, Bordeaux, mais d'autres seront donc desservies. Qu'est-ce que ça va changer pour toutes ces villes ? Écoutez, ça va raccourcir le temps de transport d'un tiers pour toutes les villes de l'Aquitaine. Puisque à partir du moment où on gagne 1 heure sur Bordeaux, on gagne aussi 1 heure sur Pau ou sur Bayonne. Alors ça, c'est pour les villes de l'Aquitaine. En amont, du côté du Poitou-Charentes, ce ne sera pas forcément toujours aussi simple. Du côté du Poitou-Charentes, on va aussi gagner beaucoup de temps. Parce que l'avantage de la LGV, c'est que c'est une révolution des temps et une révolution de la mobilité. Imaginez que la gare de Bordeaux va passer de 9 millions de voyageurs à 18 millions de voyageurs. Que la gare de Bayonne, avant même que nous ayons la liaison totale jusqu'à l'Espagne, va passer de 900 000 à 2 millions de voyageurs. Donc on va avoir une appétence pour le transport ferré qui est frappante. Et cette révolution des temps permet de faire un aller-retour sur Paris, de toutes les villes qui sont desservies, permet à la grand-mère d'aller voir son fils ou son petit-fils ou sa fille à Paris, permet aux universitaires, aux responsables d'entreprise, aux ingénieurs de faire un aller-retour sur Paris dans la journée. Alors ça, c'est un monde idéal, parce que les 2h05 entre Paris et Bordeaux... Je termine. Quand je regarde aujourd'hui le projet autour de la gare de Bordeaux, c'est des dizaines de milliers de logements qui vont se construire. Donc derrière, c'est des milliers d'emplois. Euratlantique, on va en reparler en cours de cette émission. Mais les 2h05 entre Paris et Bordeaux, ça c'est quand tout va bien, c'est-à-dire pour les trains qui vont mettre le moins de temps possible. Mais toutes les villes ne vont pas bénéficier. Un train qui va vite ne s'arrête pas entre les deux. Donc ça, c'est un choix toujours très compliqué pour les villes intermédiaires. Oui, mais en même temps, l'avantage du réseau LGV, c'est qu'il va booster, développer le réseau des TER. À nous, régions, et notamment sur la grande région, demain, de travailler, je ne sais pas si on nous entend avec nous sommes au cœur de l'événement, le train qui passe, à nous de travailler sur une desserte complémentaire, en plus. Mais il y aura une bataille avec la SNCF parce que ce qu'on entend aujourd'hui sur la desserte ne nous satisfait pas. Mais nous aurons un certain nombre de TGV, j'en ai pris un ce matin, en venant de Paris, qui s'arrêtait aussi à Châtellerault, qui s'arrête à Angoulême. Donc nous aurons des TGV qui vont s'arrêter sur l'ensemble des lignes et desservir notre ligne. Il faut tuer dans l'œuf cette idée selon laquelle le TGV traverse le territoire sans le desservir. Il y a une complémentarité à avoir. Dominique Bussereau, à l'heure actuelle, les élus s'inquiètent d'une situation, d'une négociation en cours. C'est-à-dire que là, on le voit, la ligne est en construction. Ensuite, il va falloir faire rouler les trains. Mais le constructeur va mettre un droit de péage pour que ces trains passent. Y aura-t-il autant de trains TGV qu'il y en a à l'heure actuelle ? Parce que ça, c'est une inquiétude pour les élus et les usagers. C'est une inquiétude tout à fait légitime parce que l'attitude de la SNCF dans cette affaire n'est pas parfaite, puisqu'après avoir réclamé à corps et à cri la construction de cette ligne, elle préférerait aujourd'hui continuer d'acheminer des trains avec des péages moins importants sur une ligne construite au 19e siècle entre Tours et Bordeaux et électrifiée en 1937. Ce que vous voulez dire, c'est que là, puisque la SNCF n'est pas là, et que d'ailleurs la SNCF a refusé de participer à ce débat... C'est un signe. Alors que nous sommes en train de voir qu'il y a la construction d'une nouvelle ligne, la ligne ancienne, c'est-à-dire la ligne actuelle, la SNCF n'exclut pas de l'utiliser toujours avec ces TGV. Si vous voulez, de toute façon, comme le disait Alain Rousset, quand on construit une ligne nouvelle, on change le temps et l'aménagement du territoire. Mais en même temps, on revalorise la ligne ancienne. On va pouvoir utiliser cette ligne, d'abord la rénover sur le plan de ses infrastructures, elle en a bien besoin, y faire passer plus de TER dans notre future grande région, y faire passer plus de trains de fret, faire enfin cette autoroute ferroviaire entre l'Espagne et le nord de la France. Donc une LGV, ça redonne de la vie au réseau ferroviaire classique que ça irrigue également. Je reprends la question de Franck, pardon, mais est-ce qu'il y aura des TGV sur l'ancienne ligne TGV encore ? Alors, il y a un article qui est paru cette semaine chez vos confrères des Échos, disant que la SNCF aurait la tentation
de faire circuler ce qu'elle appelle des TGV Ouigo, qui sont des PACOL, les low cost, qui ne partent pas d'ailleurs des gares principales, qui partent de Massy, qui partent de la gare de Roissy ou qui partent de la gare de Marne-la-Vallée, par la ligne classique. C'est une hypothèse pour les gens qui ne sont pas pressés et qui sont low cost. Mais ce qu'il faut aussi que la SNCF se mette dans la tête, c'est qu'elle ne restera pas toute seule sur cette ligne. D'abord, c'est souhaitable pour l'équilibre financier du concessionnaire. Et puis un jour, il y aura des Thalys qui iront vers l'Allemagne, vers Bruxelles, qui viendront sur cette ligne. Il y aura certainement des Eurostars également vers l'Angleterre. Il y aura, je l'espère, un jour des TGV espagnols ou d'autres opérateurs. Donc tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait le maximum de trains sur cette ligne. Après, il faut régler les villes intermédiaires. Et là, je suis très clair. Il faut à la fois qu'il y ait des TGV bolides qui fassent Paris-Bordeaux en 2 heures et qui concurrencent et remplacent la liaison aérienne qui n'aura plus de vitalité au départ de Bordeaux, sauf pour aller à Roissy. Mais naturellement, toutes ces villes, tous ces départements, toutes ces intercommunalités qui payent cette ligne depuis Tours jusqu'à Bordeaux, ont vocation à être desservies, car un TGV, contrairement à ce qu'écrit à tort la Cour des comptes, c'est fait bien sûr pour faire gagner de l'argent aux entreprises qui l'exploitent, mais c'est aussi fait pour faire l'aménagement du territoire. Et l'avance qu'a la France dans ce domaine par rapport à l'Allemagne, nous devons la garder. Donc vous privilégiez, juste après, vous privilégiez, voilà, du coup je sais plus ce que je voulais dire. Vous privilégiez le territoire à la grande vitesse. À la Rousset. Voilà, à la Rousset va le dire mieux que moi. Il faut faire du Paris-Bordeaux, mais il faut faire également du Paris-Tours, du Paris-Poitiers. Il faut aller à La Rochelle. Et avec l'électrification d'Angoulême-Royan, il faudra un jour aller à Royan, comme on va au Sable d'Olonne. Pour bien comprendre ce point-là, je voudrais revenir. Oui, on va revenir à La Rousset. Mais juste un point. Non, mais moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la SNCF qui fait rouler les trains sur ses voies paye un péage. Il y a un droit de passage. Et qu'aujourd'hui, elle considère que ce droit de passage va être très élevé, voire trop élevé, qu'il y aura peut-être moins de trains à cause de ça. Vous confirmez ça ? La négociation va s'engager. Nous venons de signer une lettre avec Philippe Madrelle et Alain Juppé au ministre des Transports et au patron de la SNCF pour leur dire ce que vous envisagez en matière de desserte n'est pas acceptable. Et c'est d'autant moins acceptable que nous avons autant payé que l'État dans ce domaine-là. Donc nous avons des exigences à faire valoir sur la desserte d'aménagement du territoire et sur les dessertes de grande ville à grande ville. Je voudrais compléter ce qu'a dit Dominique Bussereau tout à l'heure. Par rapport au sud-ouest, au grand sud-ouest. La vallée du Rhône a 3 voies de chemin de fer. Une voie pour la grande vitesse, une voie classique et une voie pour le fret. Aujourd'hui, nous avons sur l'ex-National 10, la 85, 10 000 camions par jour. Et lorsque la croissance sera repartie, c'est entre 500 camions de plus par jour. 10 000, 11 000 camions par jour. C'est infernal. Le coût global qui a été calculé en France, le coût réel, est de près de 6 milliards d'euros liés aux encombrements et à la pollution. Et nous ne calculons pas correctement tous les coûts d'environnement. On ne peut pas être une société qui veut parler de transition écologique, énergétique, et ne pas développer le fer. Aujourd'hui, nous vivons sur une ligne du 19e siècle. Et nous demandons d'y faire passer le fret, le TER, le TGV, les trains d'aménagement du territoire, vous savez, ces trains nationaux. Ça ne marche pas parce que c'est le train le plus lent qui ralentit tout. Et en plus, nous n'avons pas la capacité de doubler. Les trains ne se doublent pas. Donc comment faire si ce n'est d'avoir une deuxième voie qui pourra... Aujourd'hui, prenez un chiffre qu'il faut que vous sachiez. Il y a simplement 2,7% de marchandises qui, entre l'Espagne et la France, passent sur le train. Pour 15 à 25% entre la France et l'Allemagne, et autant entre la France et l'Italie. On ne peut pas accepter cela dans nos régions. Alors pour Bordeaux, c'est clair, cette ligne, elle va arriver très vite, c'est en 2017, c'est une certitude. Mais que se passera-t-il ensuite? Que va donner la LGV ensuite, après Bordeaux? On va voir que ça ne fait pas que des heureux, ce projet. On regarde le reportage signé Guillaume Dequet et Jean-Michel Lidvie. Un trait de plume sur la carte, le tracé des 2 nouvelles lignes à grande vitesse transformera radicalement les paysages des zones traversées. Le château du Tuquet est l'un des 9 domaines dans l'appellation des Graves directement impactés par les futurs travaux.
50 hectares sont gelés sur les 120 que compte la propriété. Donc en fait le viaduc va partir du point haut et sur 450 mètres de long à 12 mètres de hauteur va surplomber la vallée du Gatmort en écrasant d'ailleurs les sources de Belfond. Moins de 5 km plus loin, à Saint-Médard-d'Ayran, un autre viaduc coupera une zone naturelle classée Natura 2000. Il y a à peu près 4500 hectares qui vont être pris par ce LGV sur le projet actuel et 6000 à terme si on allait jusqu'à l'Espagne et qui vont passer dans des zones Natura 2000 puisque nous sommes sur une zone Natura 2000 ici, mais il y en a d'innombrables qui vont être coupés dans tout le projet. Les lignes à grande vitesse doivent relier Bordeaux à Toulouse, mais aussi à Dax, puis à la frontière espagnole. Ne pas les construire quand l'Espagne a déjà réalisé les travaux de son côté serait une aberration pour les entrepreneurs aquitains. Côté espagnol, les viaducs sont terminés, les tunnels sont creusés et on arrive à la frontière en 2017. Comment peut-on imaginer une infrastructure Madrid-frontière qui ne soit pas connectée parce qu'on ne sait même pas si on va aller jusqu'à Dax? Mais crise oblige, les 45 milliards d'euros de dette de la SNCF et la perspective de construire des lignes non rentables ont convaincu des partisans de la première heure de renoncer au projet. Je commence à douter très sérieusement de la faisabilité des projets actuels, c'est-à-dire des lignes LGV à la française à 340 à l'heure, hyper coûteuses, et parce que le modèle économique s'effondre et parce que le système ferroviaire est hyper endetté. Donc je pense qu'on est sur la voie de projets de dupes. Le PDG de la SNCF lui-même ne retiendrait aujourd'hui que la ligne Bordeaux-Toulouse s'il devait en sauver une. On a assez construit pour le moment de lignes à grande vitesse. Il y a sans doute un projet qui a été identifié, le projet Bordeaux-Toulouse, qui peut sans doute encore se faire. Au plus haut niveau de l'État, la Cour des comptes enfonce le clou. Des projets alternatifs moins chers qui privilégieraient la rénovation des voies existantes doivent être étudiés. Aujourd'hui, 1 kilomètre de ligne à grande vitesse est de l'ordre de 30 millions d'euros. Si vous électrisez une ligne ferroviaire classique, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc vous avez un rapport de 1 à 15. Le tout TGV qui a prévalu depuis près de 40 ans a-t-il vécu ? Les enquêtes d'utilité publique qui concernent les LGV au sud de Bordeaux sont maintenant terminées. Prochaine étape, le rapport du commissaire enquêteur est attendu le mois prochain. Alain Rousset, vous êtes un élu responsable. Est-il encore raisonnable d'envisager une ligne LGV au-delà de Bordeaux? Avons-nous encore les moyens? Oui. La Cour des comptes dit non. Oui. Non, pas seulement la Cour des comptes. La Cour des comptes se trompe, elle peut se tromper. Et elle se trompe pourquoi? Ça lui arrive souvent d'ailleurs. Donc vous êtes d'accord également sur ce point-là? Elle se trompe pourquoi? D'abord, si nous n'allons pas à l'Espagne, nous allons continuer à avoir sur cette autoroute A85 des pollutions. Vous savez que c'est la partie de l'Aquitaine, et vraisemblablement en Poitou-Charentes, qui est la plus polluée en microparticules fines. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'y a pas une réaction environnementale. Je viens de faire une étude par des climatologues. Alors on peut comprendre vos arguments, mais est-ce que financièrement on peut encore assumer ça? Financièrement, excusez-moi, elle va pas commencer les travaux, on va pas commencer les travaux demain. Le problème est aujourd'hui d'anticiper ce qu'est la croissance de la mobilité. Est-ce que l'on veut faire du tout routier, du tout aérien? Est-ce qu'on veut répondre à ce qu'a fait l'Espagne? Et est-ce qu'on veut aussi profiter du plan Juncker? Parce que la partie qui est subventionnée par l'Europe, c'est la partie transfrontalière. Mais vous entendez les arguments de Gilles Savary, votre ami Gilles Savary en Gironde, qui était pour et qui en fait Gilles Savary a changé d'avis. Sa circonscription doit le titiller un peu d'une certaine manière. Mais en fait, nous sommes en train, on le disait tous les deux avec Dominique Bussereau, nous vivons sur une ligne, une seule ligne à la différence de la vallée du Rhône, qui est aussi une ligne internationale. Une seule ligne alors qu'il y en a 3 de l'autre côté. C'est le sud-ouest qui est prioritaire. Deuxièmement, nous vivons sur une ligne du 19e siècle. Est-ce que sur une ligne de 19e siècle, on peut fonctionner au 21e siècle? Troisièmement, nous avons des plans européens qui nous aident à financer cette opération. Quatrièmement, je ne dis pas qu'il faille faire les travaux demain. Mon problème, ce n'est pas 2022 ou 2025. Mon problème, c'est qu'on anticipe. Parce que si vous ne faites pas les acquisitions foncières, si vous n'avez pas cette bande, si vous n'anticipez pas, et bon sang de bois, il faut que les pouvoirs publics recommencent à anticiper. Eh bien, nous ne ferons plus jamais cette voie lorsque nous en aurons besoin et que la voie existante sera effectivement
totalement saturée. Et parce qu'elle sera saturée, elle sera en risque. Dominique Bussereau. Et on ne pourra pas la réparer. Vous partagez l'analyse d'Alain Rousset ? Je partage pleinement l'analyse d'Alain Rousset. Toulouse, c'est la 4e agglomération de France. Il y a actuellement plus de 40 vols par jour au départ de l'aéroport de Blagnac vers Paris. On a bien vu d'ailleurs le stop dans l'activité économique toulousaine pendant la grande grève des pilotes il y a quelques mois. L'aéroport est aujourd'hui au cœur de la ville. En plus, Airbus a besoin de beaucoup de créneaux d'atterrissage et de décollage pour ses avions. Donc on ne peut pas faire un nouvel aéroport parce que personne n'en veut à 150 km autour de Toulouse. Donc la seule solution de développement économique pour l'avenir de Toulouse, c'est la ligne Bordeaux-Toulouse, qui d'ailleurs donnera de la rentabilité à Tours-Bordeaux, parce que le projet au départ est un projet Sud-Europe-Atlantique, et je partage complètement également l'analyse d'Alain Rousset. Naturellement, nous devons aller vers l'Espagne. On n'a que 2 traversées ferroviaires avec l'Espagne. L'une qui est en service actuellement entre Barcelone et Perpignan. On est en train de construire une LGV entre Montpellier et Nîmes pour permettre le bon fonctionnement. Il faut naturellement aller de l'autre côté, et de toute façon, nous y sommes obligés, car nous avons signé des traités diplomatiques avec l'Espagne. Vous avez été ministre des Transports. On dit que les élus pensent au TGV comme à un jouet, qu'il faut absolument avoir un TGV lorsqu'on est un élu, lorsqu'on a une ligne qui passe dans sa ville, et qu'il n'y a pas assez de recul par rapport à la situation financière. Vous savez, la France a peu d'atouts dans la compétition mondiale, mais on a quelques-uns. On n'a plus de grande industrie. On a comme atout un système éducatif de qualité, une qualité de la vie, et un réseau d'infrastructures haut débit, très haut débit, autoroutes, ferroviaires et aériens, qui est donné un exemple dans le monde entier. Et c'est en jouant sur ces atouts-là que nous pouvons gagner la bataille économique du XXIe siècle. Si on ne fait pas cela, c'est la fin de l'économie, c'est la fin de l'emploi, et c'est une France qui va se recentraliser de plus en plus autour de la région parisienne. Alors ce que nous souhaitons faire dans cette future grande région, c'est au contraire créer de nouveaux équilibres. Dominique Bussereau, en parlant de cette nouvelle grande région, on a vu aussi cette semaine qu'il y avait une déclaration d'utilité publique pour la ligne TGV Poitiers-Limoges. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ? Écoutez, nous l'avions inscrit avec Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, au comité interministériel de l'aménagement du territoire de novembre 2003. Cette ligne n'a aucune chance d'être rentable. Écoutez, d'abord, dites cela aux élus du Limousin, aux entreprises, aux grandes entreprises de Limoges, et vous verrez leur réponse. Et deuxièmement, on ne peut pas vouloir une région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et ne pas avoir ce point qui fera d'ailleurs de Poitiers une gare importante avec plus de dessertes pour la gare de Poitiers et qui sera un lien entre au cœur de notre nouvelle région. On pourra peut-être même aller de Limoges à Bordeaux en TGV plus rapidement par la route classique ou par la voie ferroviaire. Donc là aussi, et la Cour des comptes et le Conseil d'État se trompent. Écoutez, la Cour des comptes joue la comptabilité. Nous jouons l'aménagement du territoire, le développement économique et la compétitivité de la France. On ne joue pas dans la même cour de récréation. Demain, vous êtes président de cette grande région, cette ligne Poitiers-Limoges, elle a du sens ? Oui, bien sûr, elle a du sens. Bien sûr. La notion d'aménagement du territoire dont vient de parler Dominique Bussereau, c'est quoi ? C'est permettre à Limoges, à Poitiers, comme à Pau, comme à Bayonne, d'accueillir des entreprises. Je voulais vous donner un exemple. On était candidat à un moment donné pour avoir le service informatique en Aquitaine de la SNCF. 400 ingénieurs. La SNCF a laissé le choix à ses ingénieurs de choisir quel lieu pour cette décentralisation. Ils ont choisi la ligne LGV, 2 heures, à Nantes, et pas l'Aquitaine. Aujourd'hui, on est en train de restructurer l'industrie aéronautique de l'Aquitaine et ce que l'on va pouvoir faire sur l'ensemble de la grande région. Thales, Safran, Dassault, c'est une façon de desserrer l'agglomération parisienne. Mais vous ne pouvez pas demander aux emplois d'aujourd'hui, aux emplois d'ingénieurs, aux emplois de techniciens, aux emplois d'ouvriers spécialisés, vous ne pouvez pas leur demander de venir se déplacer dans un endroit si quelque part il n'y a pas de la mobilité. Et pourquoi faut-il aller plus au sud ? Dominique Bussereau a évoqué la contrainte de Toulouse. Elle est totale, cette contrainte de Toulouse, sur le plan aéroportuaire. Mais notre relation demain à l'Espagne va être complètement bouleversée. Savez-vous combien de temps il faut pour aller à Madrid aujourd'hui de Bordeaux ? On a bien compris que vous étiez tous les deux favorables à ce développement de la LGV en France. Vous avez bien compris. Et je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose, avant de faire venir sur ce plateau nos 3 nouveaux invités, des images surprenantes, celles de la pose des rails de la future LGV. Elles se font en ce moment, ces poses, et vous allez le voir, entre précision et savoir-faire, la technique de pose des rails est véritablement du grand art.
Un serpent d'acier de 500 mètres de long. À bord, 42 rails de 26 tonnes et 432 mètres chacun. Dès leur livraison à la base travaux de Villognon, ils fournissent de quoi bâtir 8 km de voies nouvelles. Cela ne prendra qu'une semaine. C'est la technique dite LRS, des longs rails soudés. C'est pour éviter le nombre de soudures et de perturber lorsque le train passe, de claquer au niveau des joints et de détériorer la tenue de voie derrière. Le rail qui est déposé sur le côté est mis en place à l'aide de la machine qu'on voit là qui s'appelle un positionneur. Donc il prend le rail sur le côté et l'emmène dans son endroit prévu au niveau des fixations. Après cela, les rails sont soudés entre eux et poinçonnés pour des raisons de sécurité à la date et au nom du soudeur. Est-ce que l'aiguillage est bon là-haut ? Viennent ensuite les opérations de pose de ballast et de mise en place géométrique de la voie. À l'œuvre, là encore, de curieuses machines qui travaillent jour et nuit pour tenir les délais du chantier. On appelle ça une bourreuse, niveleuse, dresseuse. Donc elle fait plusieurs choses en même temps. Elle permet de mettre la voie d'aplomb en vérité. En profil en long, on appelle ça en nivellement transversal, donc on appelle ça aussi le dévers. Et en dressage aussi, le tracé de la voie. Donc elle permet de faire ces trois choses en même temps. Concrètement, ça va la soulever et ça va mettre la quantité de ballast bien définie sous la traverse. Et au niveau du dressage, au niveau du tracé, on aura le tracé au millimètre. Une précision bienvenue. Sur ces portions de voie en 2017, le TGV roulera à une vitesse commerciale de 320 km/h. Retour sur ce plateau, sur le plateau de ce numéro spécial LGV Paris-Bordeaux. Nous sommes sur la base travaux de Villognon en Charente. Le débat se poursuit avec trois nouveaux invités. Laurent Cavrois, président de l'ISEA, le concessionnaire de la ligne LGV Tours-Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Marc Fressos, face à vous, Laurent Cavrois. Marc Fressos, journaliste spécialiste des questions ferroviaires. Vous avez notamment écrit en 2011 un livre intitulé « FGV, faillite à grande vitesse, 30 ans de TGV » au Cherche Midi Éditeur. Vous êtes pour le moins critique quant à la façon dont le réseau ferroviaire s'étend en France. Vous nous direz pourquoi. Troisième invité, Joël Vignery, secrétaire général de la CGT Cheminots de la Vienne. Bonjour, nous reviendrons avec vous sur ce que ce chantier et cette ligne LGV change et va changer pour les cheminots. Franck. Laurent Cavrois, bonjour. Nous sommes donc à Villognon, sur cette base logistique extrêmement importante. Tout d'abord, un point sur le chantier. Est-ce que le timing, le calendrier est respecté? Où en est le chantier à l'heure actuelle? Oui, bonjour. Nous sommes complètement à l'heure. Nous avons commencé cette opération en juin 2011. Et les travaux ont commencé en mars 2012 avec l'obtention des autorisations administratives et environnementales. Et après un peu plus de 2 ans de travaux, nous finissons l'ensemble du génie civil, tout le terrassement et les ouvrages d'art, les plus de 500 ouvrages d'art dont vous parliez. Et nous commençons depuis novembre l'installation des équipements ferroviaires, le ballast, les traverses, les rails, les caténaires. Alors justement, puisque nous sommes ici à Villognon, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici, puisque c'est un cœur, une vie de la SNCF, du chantier ici. Oui, alors le chantier ferroviaire dont je vous parlais s'organise autour de 2 grandes bases logistiques, une près de Tours, à Nouâtre-Maillé, et une ici au nord d'Angoulême, à Villognon. Et c'est un centre logistique où sont apprévisionnés l'ensemble des rails. Vous savez que nous mettons en place des rails de plus de 400 mètres de long, donc évidemment ils sont transportés par le train. Sont approvisionnés également l'ensemble des matériaux, le ballast et les traverses, qui permettent ensuite de dérouler les trains de pause sur l'ensemble de la trace. Cette ligne qui avance, à un moment donné, on va voir arriver les premiers trains qui vont faire les premiers essais. Ce sera évidemment un symbole. C'est pour quand? Les premiers trains qui vont passer sur cette voie en essai, en test. Alors on attend ça effectivement avec impatience. Les premiers trains sont prévus en juin 2016, dans 1 an et demi. Marc Fressos, vous attendez avec autant d'impatience de voir les premiers trains de cette LGV? Oui, c'est sûr que c'est toujours quelque chose de voir une ligne à grande vitesse s'ouvrir. Ensuite, c'est une bonne chose, mais il y a un revers aussi à la politique du tout TGV. Donc j'avais expliqué dans mon bouquin, puisque j'ai associé l'idée de grande vitesse et de faillite. Pourquoi? Parce que en fait, la politique du tout TGV a abouti à surendetter le système ferroviaire. Et ça aboutit à malheureusement la catastrophe de Brétigny, puisqu'on peut quand même lier Brétigny au fait que le réseau classique n'a pas été entretenu comme il aurait fallu, parce que les moyens ont été mis dans la politique du tout TGV. Et actuellement, cette ligne SEA
Poitiers-Tours-Bordeaux. Elle fait partie des 3 lignes à grande vitesse que Réseau Ferré de France construit en même temps, enfin que l'État a décidé de construire en même temps, ce qui est complètement fou, puisque ça signifie que l'endettement du système ferroviaire, qui est aujourd'hui de 40 milliards, va passer à 60 milliards dans les prochaines années. Et alors, on va donner la parole également à Joël Vigneru. On reviendra bien sûr sur cette critique de la LGV. Quant à vous, en tant que cheminot, j'imagine que vous êtes vous impatient aussi de voir le premier train circuler sur cette LGV. Mais en tant que cheminot, il sera incohérent qu'on vous dise qu'on est contre un projet ferroviaire. Un projet ferroviaire, que ce soit une ligne à grande vitesse ou autre, c'est nos emplois, c'est notre travail, donc c'est toujours du plus et on s'en satisfait. Néanmoins, je partage l'analyse de notre collègue journaliste, puisque effectivement, les dernières décennies ont tendé à montrer que les lignes LGV se sont faites au détriment du réseau classique. Alors, on va y revenir. On en a parlé tout à l'heure dans le débat avec nos 2 hommes politiques. La mise en service de la LGV devrait augmenter sensiblement le nombre d'allers-retours directs entre Paris et Bordeaux. Mais pour ce qui concerne les dessertes des villes intermédiaires comme Poitiers ou Angoulême, eh bien, rien n'est moins sûr. En tout cas, la polémique a enflé ces dernières semaines. Vous voyez ce reportage à Poitiers de Tanguy Coazec et Stéphane Bourin. On les appelle les navetteurs. Chaque matin, au train de 6h23 ou de 7h08, ils prennent la direction de Paris pour aller travailler. En 2017, la capitale sera plus près d'une dizaine de minutes, et c'est tant mieux pour leur train-train quotidien. Seulement de 25 allers-retours par jour aujourd'hui, il pourrait bien en rester qu'une quinzaine. Pour les usagers quotidien ou quasi quotidien dont je fais partie, c'est un vrai souci, oui. Ça peut être un handicap pour des voyageurs qui sont un peu navetteurs entre Poitiers et Paris, et on n'y voit pas clair aujourd'hui, oui. Donc on est à la recherche d'informations là-dessus, oui. C'est déjà été le cas il y a 2 ans à peu près. Ça vous inquiète, ça vous embête? Non, pas particulièrement, on adapte ses horaires. Je prends le train toutes les semaines, donc de toute façon on fait avec. Voilà. Oui, c'est quelque chose dont j'ai connaissance, et moi j'identifie que c'est une erreur inacceptable de la part de la mairie, qui n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour que la gare puisse être installée à l'extérieur de Poitiers et que les usagers puissent bénéficier ainsi du progrès de la LGV. Et donc la LGV sera un progrès pour certains et une régression pour Poitiers. Voilà, bravo. Car en effet, cette solution d'une gare nouvelle implantée directement sur le tracé de la LGV avait été envisagée au commencement du projet. Des terrains avaient même été réservés à cet effet sur cette portion à l'ouest de Poitiers. Mais c'est l'option d'un coûteux raccordement, la fameuse estacade de la folie, qui a été retenue. Aujourd'hui, l'ouvrage de 940 mètres de long est terminé et l'hypothèse d'une gare Poitiers TGV plus facile à desservir n'est plus qu'un souvenir. Ça aurait beaucoup moins ralenti les trains s'ils s'étaient arrêtés à cette gare. Et là, c'était juste aux portes de Poitiers. Et pour venir au centre-ville, c'était quand même assez rapide. On nous a promis que beaucoup de décentralisation de Paris pourrait venir sur la Vienne et sur Poitiers. Mais s'il n'y a pas de fréquence pour pouvoir y venir, ça risque d'avoir l'effet inverse de ce qu'on espérait. Mais à l'aménagement du territoire s'oppose la rentabilité des TGV qui devront, à l'avenir, s'arrêter moins souvent aux destinations intermédiaires comme Poitiers ou Angoulême. C'est le constat sans appel de la Cour des comptes et l'intention de la SNCF dans les négociations en cours. Comment on est arrivé là ? Eh bien parce que sur ce projet-là, le péage que doivent payer chaque TGV quand il passe n'a pas été maîtrisé par l'État. Nous sommes sur des péages qui sont très importants, beaucoup plus chers que ceux qui sont pratiqués sur la voie actuelle. Et donc, ça nous pénalise énormément. C'est des décisions qui ont été prises donc en 2009 par des gens qui n'ont pas mesuré. C'était le gouvernement précédent, c'était à l'époque Dominique Bussereau qui était secrétaire d'État au transport. Ils n'ont pas mesuré l'impact qu'auraient ces décisions sur la région Poitou-Charentes. La région a demandé depuis que soit nommé un médiateur de l'État pour atténuer, si c'est encore possible, sa déception quant à la fréquence des trains. Marc Fressoz, est-ce que faire venir la LGV en gare de Poitiers était une erreur ? Écoutez, soit on faisait une gare à l'extérieur et on avait le risque d'une gare des betteraves. Vous savez, la gare qui est construite au milieu des champs et qui met 20 ans avant d'être bien desservie. Là, évidemment, le problème, c'est qu'on risque d'avoir une ligne à grande vitesse omnibus.
C'est-à-dire que les trains vont s'arrêter partout et alors à ce moment-là, on perd le bénéfice de la grande vitesse puisqu'il faut s'arrêter à Poitiers, s'arrêter à Angoulême, etc. C'est un problème. Mais ça, c'est un aspect du revers de la médaille. L'autre revers, ce sera en 2017 quand les gens vont prendre le train, vont acheter leur billet, vont voir que le tarif va exploser. Alors, je vous propose, on parlera des tarifs. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense en tout cas le député socialiste et député maire de Poitiers, Alain Claes. La Voix est libre Poitou-Charentes il était l'invité de la Voix est libre Poitou-Charentes la semaine dernière. Et pour lui, vous allez le voir, la polémique n'a pas du tout lieu d'être. Je vous confirme aujourd'hui qu'il y aura 16,5 aller et retour, c'est-à-dire 33 aller-retour Paris-Poitiers. Je vous l'avais dit et je vous le confirme. Vous avez des garanties? J'ai demandé à rencontrer la directrice des voyages à Paris, plusieurs semaines. On me l'a confirmé par mail. Et quand j'ai entendu fleurir à nouveau ces commentaires, je l'ai rappelé. Elle m'a dit, je vous confirme, monsieur le maire, que les 33 seront au rendez-vous. Laurent Cavrois, vous êtes actuellement en pleine négociation pour justement le passage des trains sur cette nouvelle ligne. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qu'il y aura autant de trains qu'à l'heure actuelle ? Je vous ai dit tout à l'heure que la phase chantier se déroulait comme prévu et effectivement l'enjeu actuel est la définition de la desserte parce que pour que le projet SEA soit un succès, il faut non seulement qu'on ait une ligne à l'heure, mais surtout que la desserte soit au rendez-vous. Et effectivement, cette desserte se dessine aujourd'hui. Nous avons 6 mois à peu près aujourd'hui de discussion. Essentiellement, nous, RFF et SNCF sur l'aspect technique d'organisation des circulations. Et puis SNCF et les principales collectivités sur l'aspect économique des choses. Donc là, Alain Claes a l'air rassuré. Mais est-ce que tous les élus vont pouvoir obtenir satisfaction ? Ça, c'est peu probable. Ce que je peux vous dire, c'est que l'infrastructure permet de desservir tous les marchés. C'est-à-dire qu'il y a de la place sur les voies pour aller à Poitiers, à Angoulême, à La Rochelle, à Bordeaux et au sud. Donc nous avons de la capacité pour accueillir tous les trains. Ensuite, c'est une équation à la fois économique pour la SNCF et d'attractivité pour les territoires. Juste une question un peu pratique, mais pour bien cerner les choses. Pour faire rouler un train sur vos voies, on paye, la SNCF paye combien ? C'est quoi le droit de péage pour faire un Paris-Bordeaux ? Faire un Paris-Bordeaux, alors c'est pas uniquement sur nos voies, mais sur l'ensemble de Paris-Bordeaux, c'est environ 10 000 € pour un train de grande capacité. Pour faire rouler son train, la SNCF doit payer 10 000 € par train. Pour vous en tant que cheminot, qu'est-ce que ça va changer l'arrivée de cette ligne dans le quotidien de votre organisation professionnelle ? Le changement, on le saura quand on aura eu la présentation du futur plan de transport en 2017. Ça va dépendre du nombre de dessertes et de cadences, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il faudra qu'on ait une réelle confirmation sur le maintien des dessertes dans les gares de Poitiers, d'Angoulême et au-delà jusqu'à La Rochelle. Et ça vous inquiète cette négociation en cours ? Oui, on ne partage pas l'optimisme de M. Claes puisque... Qu'est-ce que vous redoutez ? On redoute très clairement une baisse des dessertes TGV entre les gares d'Angoulême, de Poitiers, de La Rochelle pour Paris. Puisque les péages de la LGV sont entre 2 et 3 fois supérieurs à ce qui existe aujourd'hui. Le parc TGV est vieillissant et il faudra qu'il y ait un renouvellement des rames. Donc on n'a aucune certitude sur le maintien du nombre de dessertes et une LGV doit être là pour contribuer à améliorer le maillage et pas le détériorer et transformer le transport ferré populaire en un transport pour privilégier. Est-ce qu'on peut dire malgré tout qu'il y a davantage de chances qu'Angoulême ait moins de dessertes TGV que Poitiers ? Qui peut me répondre ? Non, moi je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y aura pas une desserte efficace pour les villes intermédiaires que sont Poitiers et Angoulême. Il faut rassurer les futurs usagers du TGV parce que là il y en a beaucoup qui craignent qu'ils n'aient pas leur TGV, déjà qu'ils ont moins de TGV qu'il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez les rassurer ? Alors, c'est pas moi qui définis le plan de transport, c'est effectivement, comme on l'a déjà dit, la SNCF. Et puis vous avez envie qu'il y ait le plus de trains possible. Et nous sommes comme les territoires et comme Monsieur Vignery, nous voulons optimiser l'utilisation de la voie, effectivement. Alors, on va aller à Bordeaux, on va aller retrouver Christian Broucaré qui est devant la gare de Bordeaux, puisque cette ligne, eh bien, elle arrivera à Bordeaux. Et les premiers concernés, ce sont évidemment les usagers qui vont bénéficier de cette ligne. Christian Broucaré, bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des associations des usagers des transports. Cette ligne, vous l'attendez avec impatience, évidemment, mais qu'en attendez-vous ? On l'attend en 2017, mais
il y a beaucoup d'espoir, hein, que ce soit pour la métropole ou pour la future grande région, on va dire, au sud-ouest Atlantique. Donc c'est très important pour les usagers que ce soit vraiment une route ferroviaire, c'est-à-dire que les gens puissent prendre le train sans se poser de questions. C'est vraiment indispensable. Alors évidemment, on est tous d'accord pour dire que faire Paris-Bordeaux en 2 heures, c'est parfait, très bien. Pour autant, est-ce que vous redoutez vous aussi qu'il y ait moins de trains ? Oui, nous, alors bien sûr, on n'a pas le même niveau d'information que M. Bussereau ou M. Rousset, mais c'est vrai que les premiers indices qu'on a, puisque bon, on a un représentant au niveau des RFF, on a certaines inquiétudes. Et puis après, je voudrais lever quand même quelque chose qui a été dit précédemment. Dans le prix d'un billet, le péage ne représente qu'un quart du prix. Donc il y a peut-être d'autres sources d'économie à faire sur le prix du billet. Alors justement, vous parlez tarifs, ça va être un point très important. Marc Fressos l'abordait tout à l'heure. Une ligne comme celle-ci, déjà les prix sont considérés comme élevés pour un billet LGV aujourd'hui. Vous craignez une forte augmentation des tarifs ? Alors, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une politique agressive de la part de la SNCF sur le prix des billets. Il faudrait prendre peut-être l'exemple espagnol où... du fait de la libéralisation, les prix ont nettement baissé. Voilà, donc nous, on attend de voir. On pense que de toute façon, la concurrence arrivera à faire baisser les prix à terme et on demande à ce que la concurrence arrive le plus vite possible. Marc Fressos, on voit toute la limite du système, selon vous, c'est ça ? Oui, et puis surtout, je voudrais rebondir sur le débat qu'il y a eu entre les deux élus. Ça confirme en fait la diagnostic de schizophrénie. C'est-à-dire que les élus, quand ils sont à Paris, demandent de faire des économies, ont des discours responsables en disant il faut vraiment sauver le système ferroviaire, il faut arrêter de faire des lignes à grande vitesse, il faut arrêter d'être irresponsable. Et tout à l'heure, on a entendu 2 élus qui disent il faut continuer, oui, Poitiers-Limoges qui n'est pas du tout rentable, il faut continuer alors que le réseau ferroviaire national tombe en ruine, donc il faut encore dépenser des milliards. Et entendre Dominique Bussereau dire nous ne nous occupons pas en tant qu'élus de la comptabilité, c'est pas notre sort, c'est quand même effarant d'entendre ça. Et de l'autre côté, Alain Rousset, élu socialiste, a voulu à tout prix la ligne à grande vitesse. Et c'est une ligne à grande vitesse qui est un peu spéciale puisque c'est un PPP, c'est une concession. En fait, on a donné une partie du réseau ferroviaire en concession à Vinci. Et Vinci, il faut savoir que c'est aussi le groupe qui gère les autoroutes de l'ouest de la France. Je vois le patron de l'ISEA réagir, évidemment. Juste sur l'opposition entre LGV et ligne classique. Moi, je partage le diagnostic que tout le monde fait, que le cœur de réseau historique en France a besoin d'investissements lourds pour être mis à niveau. Mais je pense qu'il est inutile de l'opposer avec les investissements LGV, surtout ceux qui sont déjà passés, parce qu'en fait, le réseau aujourd'hui LGV est celui qui s'autofinance le mieux possible. Aujourd'hui, Tours-Bordeaux, ça va être un peu moins de 50% de subvention pour cette ligne, alors qu'il n'y avait plus de 70% pour le TGV Est, et c'est proche de 100% pour le réseau conventionnel. Alors pour comprendre, pour bien mesurer quel est l'impact d'une ligne LGV dans une région, nous sommes intéressés à des villes en France qui ont déjà sur leur parcours une ligne à grande vitesse. Y a-t-il un effet TGV? Les explications de Karim Jbali. C'était comme une évidence. Plus on est relié, mieux c'est, et plus on va vite, plus l'avantage est grand. Cette évidence a nourri le schéma directeur des relations à grande vitesse depuis 1991, et plus de 20 ans plus tard, cette évidence aujourd'hui se dissipe. À Strasbourg, la LGV n'a pas eu les effets escomptés. Cette nouvelle liaison n'a engendré que peu de créations ou de départs d'entreprises, crise oblige. Y a-t-il eu un effet TGV? La réponse est non, malheureusement, pour des raisons qui sont aujourd'hui liées à un développement dans une économie plutôt difficile. N'oublions pas que le TGV est arrivé au moment où une crise économique grave est arrivée, et donc en conséquence de quoi, l'arrivée de ce moyen de transport n'a pas eu les effets escomptés et en tout cas immédiats. D'une manière générale, les études montrent que la LGV ne va pas générer une dynamique économique, elle va plutôt la révéler. La LGV peut également favoriser le maintien d'activités ou leur reconversion, notamment dans les territoires de tradition industrielle. La connexion LGV a aidé à la réindustrialisation du Creusot et elle a contribué au maintien de la métallurgie en lien avec le nucléaire et notamment à Montbard en Côte d'Or.
On est quand même sur un bassin qui a une tradition industrielle qui date de la fin du 19e. Donc, et que fort heureusement pour toute la région, on s'est conservé, fort heureusement fait l'objet d'investissements encore relativement lourds ces dernières années. Ces décisions-là n'auraient pas été prises sans effectivement le TGV et la conservation de cet arrêt sur Montbard. Autre exemple, Lyon. La création de la LGV Sud-Est n'a accru l'influence des entreprises lyonnaises que pour les services. On le voit, les effets de la LGV restent très contrastés. Cette liaison grande vitesse n'a d'effet que sur l'économie qui l'utilise. C'est ce qu'on appelle un effet levier. Marc Fressos, vous avez un regard, un recul sur les lignes LGV en France depuis très longtemps maintenant. Est-ce que véritablement on peut dire qu'il y a un effet TGV ? Le reportage le dit, c'est très contrasté. Est-ce que c'est plus contrasté aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ans par exemple ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça crée pas c'est pas une LGV qui va faire baisser le taux de chômage en France. Enfin, ça permet de fixer des entreprises dans certains territoires par rapport au sein d'une région. Alors là, on cherchait les points positifs, mais est-ce qu'en creux, est-ce que le TGV crée des points négatifs ? Est-ce que par exemple, en termes d'aménagement du territoire, on est dans une problématique ? Par exemple, à Marseille, qui est une ville populaire, les loyers ont explosé. Il y a eu une espèce de hiérarchisation avec l'arrivée de bobos parisiens ou de chefs d'entreprise parisiens qui ont décidé de s'installer à Marseille en centre-ville, et ça a fait augmenter le prix du loyer et la population en pâtit. Alors on va voir que justement dans la perspective de l'arrivée de la LGV à Bordeaux se développe autour de la gare un futur quartier d'affaires. Bordeaux Euratlantique devrait accueillir des entreprises, des logements et donc créer des emplois. Le reportage d'América Lopez et Ludovic Cagnato. Donc vous voici sur la terrasse de l'immeuble Prélude, qui a été le premier immeuble inauguré sur Bordeaux Euratlantique. C'est le directeur du projet qui nous présente le futur quartier d'affaires de Bordeaux, qui sera créé au sud de la ville, autour de la gare. Avec d'abord la gare Saint-Jean, qui est en travaux, la verrière est en travaux. On aperçoit sur le côté cet ancien parking de la gare qui va être la nouvelle gare, ouverte sur le quartier Belsier. Et vous avez ici, en fait, tous ces terrains ferroviaires qui ont donné l'opportunité, en fait, de cette opération Bordeaux Euratlantique. Vue panoramique pour un projet immense de 740 hectares. Dans 2 ans, ici, d'abord, on aura un grand ensemble immobilier qui va accueillir GDF Suez, qui va accueillir Orange, l'ensemble des filiales de GDF Suez également. Des immeubles qui vont faire 20 000 m² de bureaux, auxquels vont s'ajouter aussi 2 hôtels, des logements, des commerces de proximité. L'enjeu, profiter de la LGV pour attirer les entreprises et créer des emplois dans ce nouveau quartier, dont la superficie s'étire sur les 2 rives de la Garonne. Le quartier historique de Belsier, lui, sera conservé intégralement. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore l'effet LGV. Et d'ailleurs, si on veut être tout à fait honnête, il n'y a pas d'effet LGV automatique. Ce qui va permettre que le territoire attire des entreprises, c'est d'être prêt au moment où la LGV sera là. Le tout premier chantier a démarré la semaine dernière. C'est celui du futur siège régional de la Caisse d'épargne qui sera construit sur les quais de Paludat, devant les anciens abattoirs. La future Caisse d'épargne est dans vraiment un emplacement exceptionnel. Nous sommes sur ce long bâtiment qui sera très éclairé, très lumineux, en bordure de Garonne, à proximité immédiate de la gare. Symbolique et historique, car la Caisse d'épargne quitte Mériadec, le quartier d'affaires des années 70, créé par Chaban, pour rejoindre Euratlantique, le futur quartier d'affaires lancé par Juppé. En Euratlantique, pour nous, nous le considérons comme vraiment le pôle économique d'avenir de la métropole de Bordeaux. Y participer dès le démarrage est pour nous bien sûr très emblématique. Nous avons le sentiment, en prenant ce choix, que nous allons faire un investissement patrimonial pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Au-delà du nouveau quartier, Bordeaux et sa banlieue profitent déjà de l'effet LGV, selon cette agence de développement qui aide les sociétés à s'implanter localement. Des entreprises nationales comme l'assureur AXA ont délocalisé une partie de leur activité. Sur l'ensemble des décisions de 2014, c'est un peu plus de 900 emplois et on considère en interne que plus de la moitié relève de cette logique du rapprochement entre la capitale et Bordeaux qui permet à la fois d'offrir un cadre de vie plus intéressant aux salariés et de faire pour les dirigeants parisiens un aller-retour dans la journée sans que ça pose de gros problèmes.
C'est le cas de William Reinhardt, directeur d'une agence de voyage sur le net, installé en plein centre de Bordeaux depuis l'été dernier. Comme toute start-up, on a grandi pas mal à Paris. Et on a décidé en fait d'ouvrir un deuxième bureau en province. Le choix de Bordeaux s'est fait pour 2 raisons. D'une part, effectivement, la proximité future avec la LGV en 2017. Et la deuxième chose, c'est aussi l'attractivité de la ville. Une attractivité qui place déjà Bordeaux dans le top 5 des villes de France où il fait bon vivre. L'arrivée de la LGV devrait confirmer cette tendance. Christian Broucaré, on vous retrouve devant la gare de Bordeaux. Vous portez la voix des usagers. Est-ce que vous sentez déjà un changement d'attitude ou des usagers qui se préparent à l'arrivée de cette ligne grande vitesse à Bordeaux? Oui, on le voit, parce que bon, ça a été dit précédemment, et la pression immobilière, mais la pression immobilière, elle n'est pas que sur Bordeaux, elle est aussi sur le bassin d'Arcachon, parce que la région sud-ouest a une attractivité touristique et industrielle, et donc les gens veulent venir travailler, mais vivre dans une région où il est facile de vivre. Est-ce qu'une ligne comme ça, grande vitesse, accélère la notion ou cette attitude de navetteur, c'est-à-dire des personnes qui viennent travailler à Bordeaux mais qui habitent beaucoup plus loin? Est-ce qu'on augmente ce rythme-là? C'est ce qu'on peut craindre, hein, puisque ça a été aussi quelque chose qui a été très gênant sur les autres lignes LGV, parce que les gens se servent du TGV comme dans RER. Bon, dans la limite où ils sont à 2 heures de Paris, ils vont travailler à Paris, mais il y a déjà des gens à Paris qui font ça par l'intermédiaire du RER. Alors est-ce que vous redoutez, parce qu'il y a tous ces passagers qui utilisent la LGV, mais en fait ils sont beaucoup plus nombreux à utiliser les intercités ou les TER, est-ce que vous redoutez que ces voies-là et ces trains-là soient abandonnés alors que justement beaucoup les utilisent au quotidien, abandonnés ou en tous les cas moins bien desservis? Alors ça, c'est clair que les TER, c'est des trains qui sont complètement en déshérence. La FNOT essaye de les fendre du mieux qu'elle peut. Pour ce qui est des TER, le système TER craque un peu de partout parce que la région a mis beaucoup d'argent. Et au jour d'aujourd'hui, c'est complètement dépassé par le succès. Et là aussi, il faudra que la SNCF fasse de très très gros efforts pour que ces trains fonctionnent parfaitement. Christian Broucaré, une dernière question très rapidement avant de vous quitter. Vous qui êtes un usager, est-ce que cette ligne Poitiers-Limoges a du sens en grande vitesse? Non. De toute façon, ça a été dit par les élus, ça a été dit par M. Bussereau. Poitiers-Limoges, on considère que c'est pas essentiel parce que ça va complètement assécher l'ancienne ligne Paris-Toulouse. Et une fois de plus, ça va être le Limousin et la Creuse qui vont être défavorisés. Donc pour nous, Poitiers-Limoges, ça n'a pas de légitimité, ou alors dans un temps très lointain. Il nous reste 3 minutes d'émission. À chacun cette question. Est-ce que vous comprenez que le TGV ne fasse plus rêver comme il l'a fait quand il est apparu bien sûr en France? Est-ce que vous comprenez les critiques qui existent sur la LGV et sur le TGV? Joël Vignery. Bien sûr qu'on les comprend, les critiques, puisque de manière quasi systématique, les usagers ont vu leur offre, on va dire, de train d'équilibre du territoire, les anciens corails ou du TER se dégrader. Le transport du fret ferroviaire complètement coulé. Les prix augmentés. Les prix du TGV augmentés. Les prix d'un billet LGV augmentent toujours. Donc c'est normal qu'ils aient des inquiétudes et pas un ras-le-bol, mais quasiment. Joël Vignery, juste une dernière question, enfin une autre question par rapport à ça, mais vous qui êtes sur les voies tous les jours, est-ce que les usagers qui prennent d'autres trains en dehors du TGV, aujourd'hui, prennent des risques? Est-ce que le réseau est tel qu'il y a danger? On ne va pas dire qu'il y a danger aujourd'hui. Le problème, c'est que le réseau est dans un tel état que ça entraîne pour eux des dégradations en temps de trajet surtout, puisqu'on a des normes et on les applique systématiquement pour ne pas mettre les gens en danger, mais ça entraîne des limitations de vitesse, voire des problèmes de signalisation. Et aujourd'hui, ils payent concrètement les dégradations et toute la politique des 30 dernières années du tout TGV. Laurent Cavrois, ce désenchantement du grand public pour la LGV, pour le TGV, vous le comprenez, vous l'acceptez, vous l'analysez aussi? Moi, ce qui me frappe des interventions de votre émission, c'est à la fois l'engagement des collectivités. On a vu messieurs Bussereau et Rousset, leur engagement financier, mais aussi politique. C'est le dynamisme de Bordeaux et des autres villes qui sont traversées. On a vu Euratlantique, c'est un projet gigantesque avec plusieurs milliards d'investissements. Et je pense que tous ces acteurs-là attendent la LGV et attendent un service de haute qualité. Et c'est ce qui se dessine aujourd'hui.
Marc Fressoz, votre mot de la fin? Oui, en fait, on sur voit les enchantements. Oui, alors le TGV fait toujours rêver les élus. Là, on l'a vu tout à l'heure, ils sont à fond. Ah, pas que les élus, les enfants aussi. Puis quand on voit les chantiers, c'est assez extraordinaire. On en parlera cet après-midi. Mais le TGV fait aujourd'hui beaucoup moins rêver le public, puisqu'on a vu des nouvelles pratiques se développer. Le covoiturage est une concurrence très importante. Et demain, les lignes d'autocars interrégionales vont s'ouvrir à la concurrence. Et ça va être une alternative très sérieuse à la SNCF, puisque les gens, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit avec la crise que les gens s'en fichent de gagner 1 heure de trajet. Ce qu'ils veulent, c'est voyager à un prix raisonnable. Et l'autocar va offrir ça. Donc c'est pour ça que en 2017, on peut avoir des doutes sur la rentabilité de la ligne. En 15 secondes, un thème qu'on n'a pas abordé, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à vendre notre TGV à l'étranger aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a personne qui soit aussi fou que la France pour se payer un bijou comme le TGV qui vaut très cher. Parce que le TGV, c'est non seulement une ligne, mais c'est aussi un train et c'est aussi un système et une culture. Et donc, les pays étrangers s'aperçoivent que s'il faut mettre beaucoup d'argent, et c'est difficile. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de La Voix est libre. N'hésitez pas à vous rendre sur nos sites internet. Il y a poitou-charentes.france3.fr et bien sûr aquitaine.france3.fr, mais aussi pleuse.fr. Les téléspectateurs de France 3 Poitou-Charentes vont pouvoir aller encore plus loin sur ce dossier LGV, puisque nous leur proposons cet après-midi à partir de 15h25 un documentaire exclusif de 26 minutes sur la construction de cette ligne LGV Tours-Bordeaux, documentaire suivi d'un nouveau débat avec entre autres Jean-François Macaire, le président de la région Poitou-Charentes et candidat déclaré à la future grande région Aquitaine, Poitou-Charentes-Limousin. Pour l'heure, place au journal régional. Excellente journée à toutes et à tous.